Bonjour à toutes et à tous. Donc, notre briefing numéro 80, avec aujourd'hui le grand retour de Pavel, qui, après avoir soutenu l'ostréiculture autour du bassin d'Arcachon, une grande aventure américaine, nous revient avec sans doute plein de nouvelles à nous donner, et surtout en pleine forme. Donc, bienvenue Pavel, on est content de te voir revenir. Mais comme d'habitude, on se tourne vers Arnaud pour avoir les dernières nouvelles. Que s'est-il passé ce week-end sur tous les plans économiques, diplomatiques, voilà. On est écoutons. Merci Gilles. Alors les événements majeurs qui sont produits ces derniers jours, ils sont produits, vous le savez, sur le terrain militaire dans la région de Kharkiv en russe. On avait pour habitude ici de ne pas évoquer les sujets militaires. Je vais faire une petite entorse à cette règle, étant entendu que les faits sont admis par les deux parties. Donc il n'y a aucun problème à les évoquer. Donc les faits, c'est, vous le savez, une avancée ukrainienne rapide et spectaculaire dans la région de Kharkov, un retrait russe par endroits à la frontière administrative, d'autres endroits sur la rivière Oskol, et grosso modo 3000 km² qui ont changé de main en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est connu et admis par les deux parties. Les questions qui se posent, c'est évidemment le plus important. Quelle est la portée de cet événement? Est-ce qu'il s'agit, comme le font certains historiens militaires, d'une sorte de 17 juillet 1914 appliqué au théâtre ukrainien ou pas? Ou est-ce que c'est un épisode très fâcheux pour la Russie avant d'autres opérations? Je doute personnellement que la Russie en reste là. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire des bombardements massifs sur les infrastructures électriques de l'Ukraine et les déclarations aujourd'hui de Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, mais aussi de Dmitri Medvedev, qui vont plutôt dans le sens à la fois d'une escalade et, si j'ose dire, de l'extension du domaine de la lutte. Donc je maintiens ce que je disais la semaine dernière lors de notre séance de reprise. Je pense, indépendamment de ce qui s'est passé depuis, que nous sommes partis pour quelque chose appelé à durer. Alors, si on en revient à la structure plus traditionnelle de nos briefings et aux thèmes habituels, l'économie, politique intérieure et politique étrangère, commençons par l'économie. Il y a eu un forum financier en fin de semaine dernière à Moscou, organisé par le ministère des Finances, où on a beaucoup parlé, c'est le sujet à la mode, de souveraineté financière. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui en parlent, Madame Nabioulina, la directrice de la Banque centrale, Monsieur Greff de Sberbank, Monsieur Silwanov des Finances, ce sont des gens qui, jusqu'à une date récente, incarnaient autre chose, à savoir l'ouverture de l'économie russe. Une déclaration qui sort du lot, en tout cas qui attire l'attention, c'est celle faite par le conseiller économique du président Poutine, Maxime Oreshkin, qui, allant pour le coup à contre-courant d'un autre effet de mode, a dit qu'il n'était pas favorable à ce que la Russie conserve beaucoup de réserves en yuan, en monnaie chinoise. Quelques mots toujours sur la Banque centrale, dont les directeurs doivent se réunir le 16 et dont on attend une nouvelle baisse du taux directeur, probablement de 50 points de base, c'est-à-dire de 8 actuellement à 7,5%. Toujours dans le domaine économique, mais à la lisière des questions internationales, le ministère américain, enfin le département précisément américain des finances, qui a publié ce week-end un guide avec des instructions préliminaires relatives au transport de brut et produits raffinés par voie maritime. Un premier texte qui s'inscrit dans le prolongement d'une part de l'interdiction d'importation en date du 6 avril, puis de la décision plus récente du G7. C'est intéressant parce que ça donne une première indication sur ce que sera la politique américaine en direction des pays tiers qui poursuivraient l'achat de pétrole russe. Donc il n'y aurait pas, s'agissant des ressortissants américains ou des personnes morales américaines, d'interdiction si les prix sont inférieurs au plafond qui sera défini.
Il n'est pas question pour l'instant encore, en tout cas, de sanctions secondaires à l'égard des entités de pays tiers qui ne se conformeraient pas à ce cap, mais il y a quand même une mise en garde. Donc, on voit que la détermination des Américains et du G7 à entraver les exportations de pétrole, enfin de brut et de produits raffinés russes vers les pays tiers, en particulier vers l'Inde, commence à se mettre en œuvre. Et l'objectif des États-Unis, c'est de rendre risqué pour la partie achetante les transactions avec la Russie. Évidemment, tous les yeux vont se tourner vers l'Inde qui a sauvé la mise quelque part à la Russie depuis le printemps, qui dit rester intéressé par ses achats d'hydrocarbures et à laquelle la Russie propose des contrats de long terme dont on ne connaît pas les paramètres, dont les prix ne seront peut-être d'ailleurs pas très éloignés du plafond voulu par les Occidentaux. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut suivre au vu des enjeux financiers, notamment pour le budget russe et donc pour la stabilité de la Russie. Quelques mots de politique intérieure. Il y a eu, vous le savez, des élections ces derniers jours en Russie, des élections de 14 gouverneurs, de 6 assemblées régionales, de 12 assemblées municipales dans des chefs-lieux de région. Donc des élections qui désormais ont lieu sur 3 jours, qui peuvent presque partout, pas tout à fait, se faire à distance, c'est ce qu'on appelle le vote électronique. Des résultats, ma foi, sans surprise, puisque les 14 gouverneurs ou chefs de région, chefs d'exécutifs régionaux qui se présentaient ou se représentaient ont été élus avec au minimum 60% des voix. Russie unie fait plutôt de bons scores, sans surprise. Le Parti communiste ne profite pas de la situation actuelle. Ça, c'est peut-être le signal le plus intéressant. Pour le reste, je ne dirais pas que c'est un non-événement, mais je ne suis pas enclin à lui accorder une importance démesurée. J'en viens aux événements de politique internationale de ces derniers jours. Il y a eu plusieurs visites de responsables occidentaux en Ukraine, à Kiev. D'abord le secrétaire d'État Blinken, le 8 septembre. C'était sa deuxième visite à Kiev depuis le 24 février. Il a annoncé, entre autres, une nouvelle aide de 675 millions de dollars à l'Ukraine. Il y a eu le lendemain la visite de la chef de la diplomatie allemande, Madame Baerbock, ce qui confirme une nouvelle phase dans les relations ukraino-allemandes, dont on sait qu'elles étaient un peu tendues depuis quelques mois. Ceci dit, apparemment, l'Allemagne n'a pas accédé à l'une des demandes de l'Ukraine, à savoir les livraisons de chars d'assaut Léopard. Il y a eu aussi ce week-end des appels téléphoniques entre le président Macron d'une part, le président Zelensky et le président Poutine d'autre part, à propos principalement de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, dont on a beaucoup parlé lors de nos derniers briefings. Le contexte, je n'y reviens pas. Il y a eu, vous le savez, une visite de représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le directeur de l'agence était lui-même présent. Il y a eu la publication d'un rapport d'une 50aine de pages. Et il est question maintenant d'établir une zone de sécurité, en tout cas de faire en sorte que les installations ne soient plus bombardées. Les communiqués français et russes sont assez différents, ou en tout cas mettent l'accent sur des points différents. La Russie insiste sur le danger des bombardements qu'elle attribue à l'Ukraine, la France comme l'Ukraine demandant pour sa part le retrait de tous les éléments russes du site. Un point, j'allais dire, administrativo-touristique. Le Monténégro, membre de l'OTAN et candidat à l'Union européenne, a décidé de s'aligner sur Bruxelles et d'instaurer un système de visa, alors que jusqu'à présent, les Russes n'avaient pas besoin de visa pour aller au Monténégro. Et on sait qu'ils y sont très nombreux et que de nombreux Russes disposent de divers biens, en particulier des biens immobiliers. Donc on voit que c'est un nouveau problème dans la politique balkanique ou dans la présence balkanique de la Russie.
Enfin, quelques mots, et j'en ai déjà parlé, mais j'insiste lourdement parce qu'à mon avis, on va avoir des surprises, ou en tout cas des événements importants. Il y a un sommet à Samarcande cette semaine qui sera un sommet eurasien avec le groupe coopération de Shanghai, des entretiens Poutine, Xi et Poutine-Erdogan. Erdogan, le président turc, qui a de nouveau appelé à des pourparlers directs entre Poutine et Zelensky, à une rencontre directe qu'il se dit prêt à organiser, une demande qui a été de nouveau rejetée, sans surprise, par la partie russe, qui estime qu'il n'y a pas de base ou de justification à ce stade pour une telle rencontre. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je salue le président. Oui, merci beaucoup Arnaud, très complet comme d'habitude. Oui, nous saluons l'arrivée sur l'écran de notre président bien-aimé, celui qui est. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose, Emmanuel? Est-ce que peut-être tu as rencontré des gens intéressants dans tes déplacements qui auraient des choses à dire sur la situation actuelle? Alors, j'ai rencontré personne d'aussi intéressant que vous, bien évidemment. Euh, mais je suis toujours en France, hein, pour les gens qui ne le savent pas, et continue mon tour de France. Mais c'est intéressant, effectivement, de voir un peu le décalage, parce que maintenant, je suis un peu décalé par rapport à toutes ces informations entre ce que vient de nous dire Arnaud et ce que je comprends alors que je suis au fin fond de la campagne française. Mais on a disons, une lecture qui est très différente. Donc, merci Arnaud, c'était extrêmement intéressant ce que tu nous as dit. Voilà. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Il y en a une, néanmoins, de notre ami Donatien, toujours présent. Les dernières déclarations de Kadyrov ne tombent-elles pas sur le coup de la loi? Alors, lesquels il en a fait plusieurs. Alors, là, je ne vois pas lesquels pourraient tomber sous la loi parmi les récentes, en tout cas. Je crois que peut-être... Oui, c'est ça. Mais en fait, non. Si on parle bien de la même chose, Kadyrov a dit, je crois que c'était samedi, qu'il fallait évidemment changer les choses, la tactique, et qu'il était prêt à en parler directement au président. Sous-entendu que le président Poutine n'était pas vraiment informé de ce qui se passait ou mal informé de ce qui se passait. Peut-être que c'est ça, mais je doute que ces propos-là, en tout cas, tombent sous le coup de la loi. Alors, autre question. Dans quel pays de la CEI est-il possible pour un ressortissant d'un pays européen d'ouvrir un compte bancaire et quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions de transfert de devises telles que l'euro entre ce pays et la Russie? Il y a quelqu'un qui est capable de répondre à ça? Alors, il y a eu un certain nombre j'allais dire de modes, mais en fait de vagues d'ouverture de compte de la part de ressortissants russes, mais également de la part de ressortissants non russes, mais n'ayant pas de compte ou n'ayant plus de compte en Europe. Les pays concernés étaient essentiellement la Géorgie puis l'Arménie. Et les deux pays, aujourd'hui, essentiellement la Géorgie, mais l'Arménie également, restreignent leur politique d'ouverture de compte du fait essentiellement de la pression exercée outre-Atlantique. Voilà, donc je ne sais pas très bien ce qu'il en est du Kazakhstan. A priori, je n'ai pas tellement entendu parler d'ouverture de compte non plus à Bakou, en Azerbaïdjan. On va se renseigner. C'est une question qui nous est posée souvent. Peut-être l'Ouzbékistan, effectivement. En tout cas, ce ne sera ni le Tadjikistan ni le Turkménistan, si on les fait les uns après les autres. Et on se renseigne et on reviendra vers vous lors de notre prochain briefing sur cette question extrêmement importante de l'accès au compte pour des ressortissants russes qui ne peuvent plus en avoir en Europe. Merci de cet éclairage. Et donc, Marc-Antoine nous dit merci pour votre réponse, bravo pour les briefings, c'est formidable. Merci, Marc. Arnaud, tu parlais de cette rencontre à Samarcande, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des choses intéressantes qui vont sortir? Qu'est-ce que tu en attends? Alors, il y a déjà un aspect symbolique qui est important. C'est la première fois depuis le Covid que le président chinois sort du territoire national. Et il va rencontrer
Vladimir Poutine, alors, pas que lui, mais il y a aussi des visites bilatérales au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Mais enfin, ce n'est pas anodin. Il y a aussi le pressentiment, surtout après ce qu'a dit Vladimir Poutine la semaine dernière à Vladivostok, et j'y avais fait référence, à propos des futurs contrats gaziers, il est possible qu'il y ait des annonces russo-chinoises dans le domaine économique et peut-être d'ailleurs au-delà. Donc c'est un sommet qui intervient à un moment important. Et je pense que cette rencontre entre Vladimir Poutine et le président chinois, effectivement, peut déboucher sur des annonces ou des symboles. En tout cas, le président chinois ne sort pas comme ça pour ne rien dire ou ne rien faire d'important. Et ça irait quoi, dans le sens d'un soutien plus grand de la Chine à la Russie? Oui, certainement. En tout cas, l'affichage d'une coopération tous azimuts plus dense, qui a déjà été affiché encore une fois à Vladivostok lors du forum oriental. Le numéro 3 du régime chinois était présent, a fait des déclarations pas souvent relevées par les Occidentaux, par la presse occidentale, mais qui n'étaient pas anodines, et qui possiblement ouvrent la voie ou préparait le terrain à quelque chose de plus solennel à un autre niveau. Merci beaucoup. Alors voilà une question qui nous arrive. Alors, encore une question. Pouvez-vous m'expliquer comment la banque correspondante d'une banque russe, comme par exemple la Société Générale par rapport à la Rosbank, justifie-t-elle le refus d'exécuter un virement sur la banque russe, alors que la banque européenne qui a émis le virement a fait la due diligence et décidé que ce virement n'allait pas en l'encontre des sanctions? La réponse est relativement simple, elle ne le justifie pas, elle n'a pas à le faire. C'est tout. Voilà, oui, je crois qu'on a eu cette question vendredi déjà et la réponse est la même. Nous n'avons pas d'autres questions, donc on va pouvoir finir ici pour aujourd'hui. Pavel, tu nous donnes les dernières informations? Avant que Pavel ne dise quelque chose juste sur les banques, j'ai eu un cas ce matin assez intéressant d'un Français résident russe qui a son compte dans une banque française, en France aussi, et qui a voulu faire un virement en Roumanie. Et la banque lui a dit non, vous êtes résident russe, on vous interdit de faire des virements en dehors de la France. Ce qui est bien évidemment complètement absurde parce que le fait qu'il soit résident russe, qu'il fasse un virement en Roumanie n'a aucun lien avec la Russie. Et bien évidemment, il l'a fait en passant par la banque d'un de ses amis. Mais c'est complètement absurde. Donc on se retrouve dans beaucoup de cas comme ça où les banques prennent des mesures qui sont incompréhensibles. Et une fois encore, méfiez-vous parce que ce n'est pas forcément fait au niveau de la compliance de la banque, mais ça peut être des décisions prises au niveau local par des gens qui se disent on ne fait plus rien. Voilà. Donc il faut toujours remonter les affaires pour qu'elles puissent se délier après. Donc, ça m'essayait des défenseurs de la vraie foi, quoi. Bon, Pavel. C'est un plaisir de t'entendre dire ça, Gilles. Défenseur de la vraie foi. Il aurait d'ailleurs pu répondre à sa banque qu'en se promenant dans certains quartiers de la Petite Couronne, on peut douter du fait que la Roumanie n'est pas la France. Je laisse tes propos, Pavel. Mais oui, forcément, les États-Unis n'ont pas eu raison de mes convictions profondes sur l'intégration européenne. La conférence élément de contexte est sans doute l'élément le plus saillant que nous allons accueillir dans les semaines qui viennent. Donc le mardi 27 septembre, oui, pour une fois ce sera offline, en présentiel, pour nos membres à Moscou. Donc venez nombreux à 16h30, une conférence élément de contexte à l'hôtel ex-Marriott, désormais Étoile de l'Arbat. Novi Arbat 32. Donc, de toute façon, tout ça est en ligne sur notre site et sera relayé également dans nos prochains briefings. Pour le reste, nous nous retrouvons pour l'instant, comme nous le faisons depuis la rentrée, tous les lundis et jeudis à 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris. Les newsletters, vous les recevez. Vous connaissez notre fil Telegram, notre fil également
CCFR Légal pour les informations légales et administratives, et puis également notre hotline où vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos attentes, de vos questions, de vos désirs. Nous serons ravis d'y répondre dans la mesure de nos humbles moyens, n'est-ce pas, cher vice-président et cher Arnaud? Merci encore pour votre fidélité, tenez bon, et je donne le mot de la fin au vice-président Chenso. Merci. Le mot de la fin est toujours le même, c'est tenez bon, tu l'as déjà dit, mais n'hésitons pas à le répéter. Et la CCFR reste à vos côtés. Et là, évidemment. Merci, Président, de nous remettre dans le droit chemin. À jeudi.